la particularité de ce séminaire, c'est d'essayer de réfléchir à un processus de valorisation dans lequel, évidemment, l'immatériel, l'imaginaire, serait un élément constitutif important du territoire. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on avait intitulé cette séance de l'imaginaire des villes au design urbain. L'idée derrière, c'est de montrer que la notion de design urbain dépasse celle d'aménagement du territoire et qu'on a là, disons, une dynamique qui doit poser la question de la valorisation des lieux par les nouvelles scènes de l'imaginaire qui sont, comment dire, liées à la culture dans les villes, au développement de cette culture qui ne doit pas être réduite, à notre avis, à ce qu'on appelle de manière un peu courante maintenant l'attractivité territoriale. Autrement dit, de ne pas réduire le territoire à globalement une marque, mais plutôt de voir que ce territoire, grâce à son imaginaire, pose la question évidemment de nouveaux modèles d'appropriation des scènes et des lieux de la ville. Autrement dit, pose la question d'un nouveau vivre ensemble, d'un nouvel art de vivre dans les villes. Ce qui rend, comment dire, possible de parcourir autrement la métamorphose des villes autour d'un processus générique aujourd'hui de métropolisation et qui permet évidemment de garder la spécificité des patrimoines des villes, mais aussi de penser une recomposition de la puissance de l'imaginaire, étant entendu que dans une perspective d'un imaginaire instituant, on peut reprendre le terme de Castoriadis, il nous semble en fait que nous avons à travailler ensemble sur la notion d'imaginaire. Alors cette puissance de l'imaginaire, je vais essayer de la détailler rapidement et je vais présenter ensuite les trois communications qui vont ponctuer cet après-midi. Donc le premier point, si vous voulez, de la puissance imaginante ou instituante de l'imaginaire, il va falloir essayer de la relier à l'invention. C'est-à-dire en fait ne pas dissocier l'imaginaire et l'invention pour aller vers la préfiguration de ce qui serait évidemment un design urbain dans lequel l'art de vivre serait central. Alors ça nous permet en fait d'envisager, disons, une critique de ce qu'on pourrait appeler une vision restreinte de l'imagination, qui serait simplement le fruit d'une imagination, d'une conscience individuelle. C'est-à-dire, en fait, la relation classique entre image, imagination et imaginaire, en fait, se déroule souvent autour, dans une démarche post-kantienne, autour de l'imaginaire d'une conscience individuelle, qui peut être celle, évidemment, de l'artiste. Et donc, ça, ce serait le premier écueil, de réduire l'imaginaire, en fait, à la conscience d'un sujet auto-institué comme artiste, ce qui ne veut pas dire que les artistes n'ont pas un rôle fondamental à jouer dans ce design, urbain, c'est-à-dire qu'il y va, je pense, on verra tout à l'heure, d'une transformation du statut même de l'artiste. Statut même de l'artiste qui, aujourd'hui, dans la société contemporaine, alors, si je reprends le bouquin de Menger, de Portrait de l'artiste en travailleur, est un portrait qui permet de considérer qu'il y a une paupérisation très large en fait, du statut des artistes, alors même que nous n'avons jamais eu autant besoin des artistes pour évidemment développer cet imaginaire, soyons clairs. Deuxième point très important concernant cette réduction de l'imaginaire, ça serait de concevoir un imaginaire collectif qui serait en fait donné a priori, comme le résultat, disons, d'un archétype, alors là, évidemment, qui se déposerait dans les mémoires, et dont, Carl Gustav Jung serait, l'initiateur. Alors, je ne fais pas une critique des archétypes, mais je me pose la question, en fait, de la fabrication et de l'invention d'un imaginaire, ce qui veut bien dire que nous n'allons pas, a priori, disons, définir un imaginaire collectif, ou comme Olvax l'avait fait autrefois, une mémoire collective, évidemment, mais nous avons, disons, cette mémoire, elle est importante dans une dynamique, évidemment, d'invention, et pas dans une dynamique qui serait simplement de conservation, et de retrouver ce qui est déjà là, pour reprendre une expression, disons, assez classique. Donc, cette réduction de l'imaginaire, cette double réduction de l'imaginaire étant, disons, mise de côté, il s'agit évidemment d'envisager, à travers cette question de l'imaginaire, c'est un peu, disons, un peu fort comme hypothèse, mais à mon avis, les trois communications que vous allez écouter tout à l'heure s'inscrivent dans ce paradigme-là, il s'agit d'envisager un nouveau régime de l'art.
Autrement dit, après l'art gazeux, ce nouveau régime de l'art, à mon avis, enfin, disons dans l'hypothèse que je fais des communications qui vont vous être présentées, mais vous en jugerez par vous-même, renvoie à la notion forte, je pense, de poétique. C'est-à-dire, en fait, à l'agencement d'un dire et d'un voir, qui est une poétique du faire, qui renvoie à cette conception d'un nouveau régime de l'art, qui rassemblerait en fait, comment dire, des œuvres qui n'auraient plus à se penser dans uniquement les milieux consacrés de l'art, c'est-à-dire les musées, mais d'une certaine manière où la ville deviendrait un lieu d'exposition, de position, de reposition, s'il faut dire aussi, de site aussi de production de ces œuvres, dans ce nouveau régime. Alors, j'ai utilisé autrefois un terme qui serait, disons, caractéristique, disons, de ce mouvement de généralisation, disons, de l'imagination, imagination généralisée, qui a déjà été utilisée par Caillois, et il est clair qu'on pourrait dire que ce nouveau régime, disons, de l'art, renverrait à une notion d'enœuvrement. D'enœuvrement, c'est-à-dire en fait de mise en œuvre et de création qui pourrait en fait reposer, et ça sera, je pense, le point majeur de cet après-midi, sur la définition d'une création collective. Création collective, d'une certaine façon, qui, autour de ce concept, me permet de présenter les trois personnes, les trois collègues qui vont parler cet après-midi. Alors, cette création collective, avant de présenter mes collègues, je voudrais, disons, lire quelques lignes d'un ouvrage que je trouve très très important, d'un ouvrage de Simondon qui s'appelle « Imagination et invention », et dans lequel, en fait, il définit, disons, l'invention collective, ça reste à discuter, l'invention collective dans une relation à la technique. Parce qu'il me semble que le poétique renvoie à la technique. Alors, il faudrait se mettre d'accord sur le mot technique. Quand j'envoie le mot technique, je l'envoie au sens des arts de faire de Michel de Certeau. Il est clair que je ne l'emploie pas au sens de la technologie. Ce n'est pas un réductionnisme technologique. Je ne suis pas en train de vous dire que c'est la technique qui va mener l'art, pas du tout. Par contre, dans les arts de faire, il y a une mobilisation de la technique, il y a une méfiance aussi à avoir, on verra par rapport à la technique, il faut prendre garde de la technique, ne pas être sous la garde de la technique, d'être gardé par la technique, qui serait une sorte de gardien, entre guillemets, de gardiennage presque de l'activité artistique, mais il s'agit au contraire de redéployer, évidemment, la poétique. Cette poétique venant, évidemment, construire ce nouveau régime de l'art, qui est un régime esthétique. Alain Mons, tout à l'heure, va en parler, Patrick Baudry en parlera aussi, évidemment. Alors, je vais lire ces quelques phrases qui permettent, alors c'est une hypothèse assez forte, je ne vais pas commenter ce texte, mais il me semble donner un horizon à, disons, cette création collective. Je lis le texte, cette huile. L'invention technique peut ainsi servir de paradigme à des processus de création s'exerçant en d'autres domaines. Plus généralement, la résolution de problèmes dans des groupes est facilitée par tout ce qui augmente la plurivocité des représentations et la pluralité des attitudes en chaque participant membre du groupe. Le changement de rôle est un des moyens pour substituer progressivement à la structure de finalité hiérarchisante un état de résonance interne du groupe. Le groupe devient organisme dans la mesure où chaque membre module les autres. C'est à ce moment que le groupe devient capable de création au lieu d'être un système hiérarchisé d'exécution. Et il me semble, en fait, que dans cette problématique générale, qui est développée à la fin de son ouvrage par Simondon, on a un premier éclairage de la relation entre la création collective, le sujet individué qui résonne dans un groupe et qui ne peut pas se concevoir dans la solitude du créateur, selon le mythe, en fait, dont nous avons hérité au XIXe siècle. Il reste à discuter de cette citation, bien évidemment, et il est clair que cette citation pose les bases d'une création collective entendue comme, et là je souligne, un couplage, le mot est très important, entre la créativité dans le groupe et l'attitude inventive chez les individus. Il me semble que là, évidemment, il y a un principe d'auto-renforcement. Je relis le passage, couplage entre la créativité dans le groupe et l'attitude inventive chez les individus. C'est ce que Simondon appelle par ailleurs le principe d'individuation collective et psychique. Alors, sur cette citation, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que le milieu de ce couplage, c'est la ville.
l'hypothèse qui va être la nôtre aujourd'hui de discuter de ce milieu de couplage, c'est la ville. La ville pourrait être un enjeu de distribution de ce couplage. Rappelons évidemment des identités fortes entre Nantes et Bordeaux qui sont à l'origine de villes qui se posent la question évidemment de bâtir leur imaginaire aujourd'hui pour le XXIe siècle. Imaginaire qui doit reprendre évidemment le sens des spécificités des villes qu'elles sont, mais aussi de se construire dans l'espace-monde, dans l'espace des transformations des échelles et des lieux qui sont aujourd'hui, celles de la mondialisation. C'est donc évidemment autour de cette invention d'une ville que j'appellerais spécifique, avec un imaginaire particulier ou singulier, contre la ville générique de Coulas, qui a fait l'apologie de la ville spécifique de générique, que cet imaginaire, en fait, peut se concevoir. Alors, ce premier point très rapide va me permettre de présenter les trois invités, et donc la première communication va être faite par Patrick Baudry, qui est professeur en fait, de sociologie à Bordeaux 3, qui pose comme titre « La ville, impression sociale », et donc on retrouve la thématique que j'ai essayé de déployer. Cette idée, évidemment, va nous poser la question d'un urbanisme, d'une urbanité qui dépassera la ville et qui va être à l'origine d'un questionnement sur de nouvelles manières d'être au monde, entre guillemets, et sur un ensemble de démarches qui va mobiliser des œuvres artistiques dont, Patrick Baudry va nous dire tout de suite, disons, quelques mots. Alors, avant, je voudrais, proposer, disons, la façon dont proposer une introduction au texte de Patrick. Alors Patrick Baudry a publié un ouvrage qui s'appelle « La ville, une impression sociale », qui en fait à l'origine de, je pense, de sa communication d'aujourd'hui, qui est dans le prolongement, disons, de cette communication. Et il dit à un certain moment que la question urbaine est un agencement social. Et ça va être quelque chose que je pense qu'il va souligner. Et ensuite, il y a une phrase que j'ai relevée qui me semble particulièrement intéressante pour introduire son travail relativement au système d'enregistrement numérique. Je vais citer une phrase de Patrick Baudry qui me semble très très intéressante. Il dit, à propos, disons, de la captation ou capturation en fait de l'image aujourd'hui. La capturation visuelle précède l'intention du regard et annule dans une sorte d'hystérie de visualisation immédiate. Et s'annule, dans une sorte d'hystérie de visualisation immédiate. C'est dans cette situation ambiguë qu'il faut envisager le rapport à l'image, à l'intrigue qu'elle génère. Et il me semble que c'est une posture de départ tout à fait intéressante, qui nous permet évidemment de ne pas confondre la multiplicité des régimes d'image, mais au contraire d'être en garde face à la multiplicité des images qui font que finalement il n'y aurait rien à voir. Et l'idée, je pense qui va être développée tout à l'heure, c'est comment inventer un espace de voir autrement en mobilisant des regards singuliers qui vont être ceux des artistes. Évidemment, à travers cette posture, il y a un danger de la screenisation généralisée et une posture de mise en garde qui est tout à fait intéressante et sur laquelle, en fait, Patrick va revenir tout à l'heure. Je présente les trois auteurs, enfin nos trois collaborateurs, enfin nos trois conférenciers intervenants. Le deuxième conférencier intervenant, et après je me tais rapidement, c'est Alain Mons, professeur de communication à Bordeaux 3, dont le titre c'est « La ville prégnante, élément pour une affectologie urbaine ». Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'il s'agit d'interroger les processus de subjectivation et d'individuation à l'œuvre dans la ville contemporaine. Autrement dit, il entre en résonance avec ce que j'ai appelé tout à l'heure le couplage entre le collectif et l'individu. Et cette idée d'une affectologie, en fait d'une science des affects, nous permettrait évidemment de descendre dans les impressions sensibles qui constituent la ville. Et la ville, en fait, va être scrutée, je pense, mais pas que, autour et à partir d'une exposition qui s'est passée à la Villette, où il y a l'art vidéo, qui était faite à travers, disons, un ensemble de villes et où étaient représentés de manière singulière des points de vue sur les villes, dans une exposition qui s'appelait « L'œil sur les rues ». Et là, on va avoir, disons, un travail sur la perception et la réception. Alors, le travail, dans un premier temps, de mon collègue Alain Mons, de Bordeaux 3, c'est qu'il fait de ce travail d'enregistrement, de mutation des subjectivations, disons, le ressort d'une thèse qui me semble très forte. C'est ce qu'il appelle une esthétique sociétale.
Et je pense qu'il aura à nous parler de cette esthétique sociétale. Et je vais citer un passage de son nouveau livre qui s'intitule « Les lieux du sensible, ville, homme, image ». Dans ce passage, en fait, se joue, je dirais, ce que j'ai appelé tout à l'heure cette relation entre le design des existences, la ville et les modes de singularité. Donc je vais lire, c'est page 233, c'est assez rapide. Alors, et cette position me semble tout à fait intéressante. Il repart de Leroi-Gourhan et il nous dit la chose suivante. Pour l'anthropologue, il s'agit de prêter attention à la constitution dans le temps et l'espace d'une épaisseur des perceptions, d'un code des émotions assurant l'insertion affective de la société, dans la société, liée aux conditions environnementales des communautés. Et là, la thèse est très intéressante. On est assez loin d'une définition du beau, et Leroi-Gourhan propose le terme d'esthétique sociale, qui, dans ses manifestations, se situerait à la jointure de la fonction et de la figuration. Et là, j'y vois évidemment un design fondamental, prenant le marquage vestimentaire comme illustration de sa proposition. L'auteur constate que les formes quotidiennes sont soumises à un long modelage inconscient qui nous fait basculer vers une société figurative, tout en considérant que les formes exceptionnelles peuvent émerger et changer la donne, notamment avec la création artistique. Précisément, et c'est là je reviens sur la thèse, c'est là où nous voulons en venir avec notre esthétique sociétale ou environnementale. Et il me semble que Alain Mons va nous parler tout à l'heure, disons dans son propos ou à travers ses propos, de cette esthétique sociétale qui me semble importante et qui va en résonance avec, les présupposés exposés au début de ma prise de parole. La troisième personne, c'est une collègue, Colette Tron, qui est responsable à Alphabéville, qui est un centre expérimental d'art à Marseille, et qui nous propose comme titre « Paysage étendu ou augmenté, réalité ou fiction ». Cette communication, évidemment, pose comme question centrale la question d'un imaginaire en relation, évidemment, avec une fabrication qui serait liée, évidemment, à la convocation du numérique dans ce nouveau régime de l'art dont je vais parler tout à l'heure. La question que pose Colette Tron, qu'en est-il de l'accès au paysage dans ces villes où, effectivement, on vient de voir tout à l'heure que les images se multiplient? Qu'en est-il de l'expérience et de sa traversée? Qu'en est-il des points de vue et des consciences qui s'y constituent et s'y reconstituent, qui s'y construisent ou même peuvent s'y détruire? Autrement dit, avec les appareils numériques, avec les médias globaux, avec Internet, quelle perspective critique et ouverte peut-on envisager? Et il me semble que, le travail de Colette Tron, qui par ailleurs en fait avait dirigé un premier ouvrage sur Nouveaux médias, nouvelles écritures, publié aux éditions L'Entretemps, a écrit, et je voudrais citer un passage qui me semble intéressant pour conclure, a écrit en relation avec la sculpture sociale de Joseph Beuys. Il me semble que tout ce que je viens de dire, si je devais trouver une filiation, évidemment, l'œuvre de Beuys est très importante. L'idée de sculpture sociale, qui ne doit pas être, selon nous, envisagée comme une utopie produite par un individu uniquement singulier, comme voulait être Beuys, mais d'une certaine manière par une création collective qu'il s'agit de mettre en œuvre, d'essayer de promouvoir comme nouveau régime de l'art. Voilà ce qu'écrivait, il y a quelques années déjà, mais Colette. Chaque art, mais aussi chaque période de l'art et de la culture, sont supportés, structurés par un ou des appareils techniques. Chaque technique se constitue en technologie. Les évolutions technologiques ont des effets sur l'art et les représentations, ainsi que sur les organisations culturelles et sociales. En conséquence, cette structuration influe sur les esthétiques. Et il me semble que le passage important, c'est l'idée d'un aller-retour entre les effets de l'art et ses représentations sur les organisations culturelles et sociales, et sur la façon dont la structuration des collectifs peut, d'une certaine façon, être obligée aujourd'hui de réinventer une sculpture sociale qui nous permette d'échapper, disons, à ce qu'on pourrait appeler le désastre des industries culturelles. En conclusion,
il est clair qu'à travers ces trois communications, il y a une recherche d'un vivre ensemble, il y a une recherche d'une esthétique comme un nouveau partage du sensible dans les lieux, dans d'autres lieux de la ville, il y a une humanité et une urbanité à réinventer qui suppose une rupture avec le beau classique, séparé évidemment, disons, du monde de la vie, et qui permet d'une certaine façon de relancer l'idée d'un art de faire avec un art de vivre qui soit conciliable avec un art de vie au sens générique. Voilà, c'est sur ces idées-là que je vais donner la parole à mon collègue Patrick Baudry, en évidemment vous rappelant que l'idée de sculpture sociale est peut-être aujourd'hui, plus que jamais, une nécessité dans la période de crise qui est la nôtre. Merci.